Bon, on va commencer pendant que certaines personnes continuent à se connecter. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à cet événement virtuel de la section Québec du Conseil international du Canada. Pour l'activité d'aujourd'hui, nous sommes heureux de collaborer avec le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissements internationaux, le CEPSI de l'Université Laval. L'événement d'aujourd'hui est intitulé « Le plan de relance vert aux États-Unis et en Europe. Quels défis et opportunités pour le Canada ?» Nous sommes impatients d'entendre sur le sujet Jean-Frédéric Morin, professeur titulaire de l'Université Laval et chercheur du Conseil international du Canada, et Stéphane Lambert, délégué commercial principal à la mission du Canada auprès de l'Union européenne, qui a accepté de se joindre à nous à partir de Bruxelles. Mon nom est Ronald Grégoire, président de la section Québec du Conseil international du Canada. Avant de commencer, je tiens juste à vous parler brièvement du Conseil international du Canada, le CIC, qui est un groupe de réflexion associatif, non partisan et indépendant. Notre mission est de stimuler un engagement des citoyens dans un discours et des débats constructifs pour définir la politique étrangère canadienne et d'encourager une prise de conscience et une analyse critique des enjeux de la politique étrangère du Canada et des relations internationales du Québec. Des 17 sections régionales du CIC, la section Québec est la seule entièrement francophone. Avec la réalité des événements virtuels, nos activités en français peuvent rejoindre des francophones et francophiles un peu partout au Canada. Si vous n'êtes pas déjà membre du CIC, nous vous invitons à le devenir. C'est très simple, vous allez sur conseillinternational.org et vous cliquez « Devenez membre ». En devenant membre, cela vous permet de participer à toutes nos activités, dont certaines sont réservées aux membres seulement. C'est grâce à un membership fort qu'on pourra continuer à vous offrir des activités pertinentes. Et nous espérons pouvoir organiser des événements en présentiel aussitôt que cela nous sera possible. Notre modérateur aujourd'hui sera Josué Mathieu du CEPSI. Il nous en dira plus sur nos invités de cet après-midi. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Donc, Josué, c'est à toi. Merci beaucoup, Rénal. Donc, je vais modérer la conférence de ce midi. Je suis chercheur au CEPSI et je voulais remercier le CIC pour cette belle collaboration qui, je l'espère, créera un événement très intéressant. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à nos deux intervenants. Nous avons deux intervenants de qualité. Nous avons d'une part le professeur Jean-Frédéric Morin, qui est reconnu comme l'un des meilleurs experts dans le domaine du commerce et de l'environnement. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique internationale à l'Université Laval. Il travaille justement sur cette question de l'interaction entre le commerce et l'environnement. Et il vient de publier deux ouvrages, l'un Global Environmental Politics chez Oxford University Press et Greening Through Trade chez MIT Press. Notre deuxième intervenant est Stéphane Lambert. Stéphane a une longue carrière au service du Canada. Il est actuellement délégué commercial principal au sein de la mission du Canada auprès de l'Union européenne. Dans ses fonctions, il est chef du commerce pour la mission du Canada. Il a un portefeuille qui est extrêmement important pour le Canada, étant donné qu'il gère aussi bien le commerce que les aspects de recherche scientifique ou d'aspects technologiques. Auparavant, Stéphane a occupé le poste de directeur général de la stratégie commerciale pour Affaires Monde Canada, et il a également occupé diverses fonctions, notamment au sein du bureau du conseil privé. Et Stéphane est titulaire d'un doctorat de Sciences Po Paris, si je ne m'abuse. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Jean-Frédéric Morin, qui va nous parler des plans de relance, principalement aux États-Unis. Jean-Frédéric, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs du CIC pour leur invitation. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce midi. Je vais me concentrer donc sur le plan vert américain, puisque Stéphane Lambert va plutôt se concentrer sur le plan européen. Alors, la première chose à garder à l'esprit lorsqu'on parle d'un plan de relance du président Biden, c'est que son plan de relance économique, c'est son plan climatique. Et vice-versa, son plan climatique, c'est aussi son plan de relance économique. Et dans ce sens-là, le président Biden n'est pas seul. Il y a un sondage qui a été fait dans les derniers mois, dans les
banques centrales, dans les ministères des Finances des pays du G20. Et on se rend compte que c'est une idée qui est partagée, cette idée de faire une pierre deux coups, d'à la fois par des investissements publics, d'à la fois assurer la relance économique et la transition énergétique. Ce discours qui est maintenant partagé contraste avec le discours dominant au lendemain de la crise économique de 2008. Alors, on parlait aussi, bien sûr, d'une occasion pour investir dans les énergies renouvelables, mais le débat était surtout autour de la régulation des marchés financiers, du keynésianisme. Donc, il y a une différence très, très importante dans la façon dont on aborde la relance économique aujourd'hui, dans la manière dont on l'a abordée il y a une dizaine d'années. Mais il y a aussi, et c'est peut-être encore plus marquant, une différence importante entre le discours du président Biden aujourd'hui et les idées que ce même Joe Biden portait il y a à peine un an, en fait. Donc, il y a un écart assez important entre les idées qui sont portées par le président Biden et celles du président Obama il y a 8 ans, de la candidate Hillary Clinton il y a 4 ans, ou même de Nancy Pelosi il y a à peine 2 ans, vous en souvenez peut-être. Quand on lui parlait du Green Deal, elle répondait par le Green Dream. Alors qu'en fait, le programme du président Biden emprunte plusieurs idées au sénateur Bernie Sanders, à la sénatrice Elizabeth Warren. Donc, le président Biden n'a pas repris le nom Green Deal, c'est plutôt les Européens, en fait, qui ont repris ce nom-là, mais il a repris plusieurs idées qui se retrouvaient déjà dans cette proposition défendue notamment par Alexandra Ocasio-Cortez et Bernie Sanders. Et donc, c'est un plan d'investissement massif. On parle de 1,9 billion. En anglais, on parle de trillion, mais il faut faire attention. Trillion en anglais, ce n'est pas trillion en français. Bref, c'est des millions de millions. 1,9 million de millions. 12 zéros après le 1, en fait. Donc, c'est un investissement qui est massif. Cette somme ne sera pas entièrement investie dans l'énergie renouvelable, mais il y a quand même cette idée d'investir dans les énergies renouvelables, dans l'électrification des transports, dans les transports collectifs, dans les infrastructures, dans l'efficacité énergétique des bâtiments. L'objectif, c'est d'en arriver à une économie qui est net zéro en 2050. Alors, c'est un objectif qui est partagé par plusieurs autres pays, dont le Canada, et net zéro pour ce qui est du système électrique un peu plus tôt, donc en 2035. C'est un plan qui me semble qui est extrêmement ambitieux, mais qui est néanmoins crédible quand on voit déjà la composition de son cabinet. Et je pense qu'il y a un certain appétit aussi chez certains républicains pour des investissements sur les infrastructures. Il y a quelques années, on pensait d'ailleurs que le président Trump allait lui-même annoncer un plan d'infrastructure massif aux États-Unis, pas nécessairement avec cette teinte climatique, mais néanmoins dans un plan d'infrastructure important aux États-Unis. Alors, quelles sont les conséquences pour le Canada? J'y vais rapidement, je vais en énumérer une dizaine et on aura l'occasion d'approfondir ensuite dans la période de discussion. Alors, premier impact important pour le Canada, ça contribue, je pense, à stabiliser déjà le climat au Canada. Il faut savoir, évidemment, on le sait que les États-Unis sont un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. C'est impossible d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris de 2 degrés sans un investissement important des États-Unis. Même de certains points de vue, on pourrait dire que la politique climatique américaine aura plus d'impact sur les changements climatiques au Canada que pourraient l'avoir les politiques climatiques du Canada. Et le Canada est dans une position assez sensible, assez vulnérable. On est entouré par trois océans. On le sait que les changements seront plus prononcés près des pôles. Et donc, c'est un enjeu majeur pour le Canada. Il y a plusieurs modélisations qui ont été faites qui démontrent que le ralentissement très important économique qui a eu lieu au printemps dernier, qui a toujours lieu, n'aura pas un effet important sur les changements climatiques parce que c'est un effet qui est temporaire, en fait. Et donc, ça ne vient pas réduire le stock de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère. Par contre, les mêmes modélisations montrent que des investissements importants dans un plan de relance vert peuvent avoir un effet structurel important et avoir un effet significatif, en fait, dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Ça, c'est le premier élément le plus important, sans doute, stabiliser les changements climatiques, atténuer, en fait, les changements climatiques au Canada. Le deuxième point important, c'est stimuler l'économie canadienne.
pour deux raisons. La première, parce que déjà, les entreprises canadiennes ne seront pas pénalisées parce qu'elles font face à des règlements ou à des taxes que leurs concurrents américains ne doivent pas nécessairement subir, mais surtout parce que ça a créé une demande importante aux États-Unis. Et cette hausse de la demande a un effet, va aussi stimuler l'économie canadienne. L'économie canadienne est une économie qui est tournée vers le commerce international, bien plus d'ailleurs que l'économie américaine. Donc, on est une économie tournée vers l'international, vers les exportations. C'est 32 de notre PIB qui est destiné aux exportations. Et évidemment, on dépend dans une grande partie du marché américain. Même si la part descend d'année en année, c'est quand même 70-75 de nos exportations qui sont destinées vers les États-Unis. Troisièmement, ça aura un effet sur les consommateurs canadiens. Parce qu'avec un plan aussi ambitieux que celui-là, il va y avoir des développements de technologie, il va y avoir des nouveaux produits, puis il va y avoir aussi une réduction des prix parce qu'il y aura des économies d'échelle importantes qui seront faites. Alors, par exemple, le gouvernement du Québec a annoncé il y a quelques mois un plan vert pour l'électrification des transports, mais je pense que le plan Biden aura encore plus d'effet sur l'électrification des transports et du parc de voitures au Québec parce qu'il va y avoir un virage dans l'industrie. Le prix des automobiles électriques va sans doute réduire. On le voit déjà, il y a à peine quelques semaines, c'est GM qui a annoncé un virage à 180 degrés, en fait, où il s'engage en fait, à produire essentiellement que des voitures électriques d'ici quelques années. Alors, le Québec n'a pas le marché, évidemment. On n'a pas le marché pour forcer GM à changer toute sa politique et sa stratégie. Par contre, les États-Unis ont le marché nécessaire pour le faire. Ensuite, quatrièmement, il y aura une émulation réglementaire. C'est ce qu'on appelle dans la littérature scientifique le California Effect. En Europe, on parle parfois du Brussels Effect. C'est un phénomène de contagion parce qu'il y a un pôle important qui adopte des règlements. Les pays voisins adoptent, il y a cette course vers le haut, en fait, où on adopte des réglementations similaires. Et ça, je pense qu'on va le voir dans plusieurs domaines. On va le voir notamment au Canada pour ce qui est du méthane. Alors, on a été assez timide dans les dernières années à propos du méthane parce qu'il n'y avait pas les mêmes règlements aux États-Unis. Le président Trump était revenu sur certains règlements. Donc là, je pense qu'on va pouvoir revenir à un plan assez ambitieux pour ce qui est du méthane au Canada. Ça peut être dans le ton aussi. Donc, dans le programme du président Biden, on insiste beaucoup sur la justice climatique. Ce n'est pas quelque chose dont on a beaucoup insisté, je trouve, au Canada. Il y a des communautés, il y a des provinces qui seront plus touchées que d'autres. Alors, on pense évidemment à l'Ouest, à l'Alberta, mais on pense aussi à des communautés qui seront impactées de manière importante par les changements climatiques. Je pense à des communautés inuites. Et donc, la justice climatique ne me semble pas avoir été au cœur de l'agenda sur le climat au Canada comme ce l'est actuellement aux États-Unis. Et je pense qu'on risque d'en entendre de plus en plus parler. Pour ce qui est des marchés financiers, le président Biden a l'intention aussi d'imposer plus de divulgation sur les risques et vulnérabilités des compagnies publiques. C'est quelque chose qu'on risque de voir ici également. Même chose pour ce qui est l'interdiction des ventes de véhicules à énergie fossile. Donc, le Québec a déjà annoncé vouloir vendre que des voitures électriques à partir de 2035. Mais comme on se dirige déjà vers cette cible aux États-Unis, ben, je pense que d'autres provinces vont peut-être aller dans la même direction et peut-être avec des objectifs encore plus ambitieux. Alors, ce ne sera peut-être pas 2035, mais on va peut-être voir 2030 dans certaines provinces. Même chose pour la fin des subventions aux énergies fossiles. Là-dessus, le président Biden va plus loin dans son discours que le gouvernement de Trudeau actuellement au Canada, un peu plus ambitieux. Alors, encore une fois, je pense qu'il risque d'avoir un effet d'émulation. Même chose pour le moratoire sur l'exploration pétrolière en Arctique, sur une approche transministérielle aussi des changements climatiques. Parce que là, c'est vraiment toutes les agences aux États-Unis du gouvernement américain qui sont mobilisées. Ce n'est pas simplement un ministère ou deux. On peut penser, par exemple, à la Poste aux États-Unis qui va devoir prendre des mesures importantes pour s'engager dans cette transition énergétique. Alors, il y aura peut-être aussi cette même approche très globalisante qu'on va voir de plus en plus au Canada. Et même un autre exemple, en fait, de diffusion qu'on risque de voir, c'est donc le président Biden propose de créer un Civilian Climate Corps, donc un groupe de bénévoles finalement qui vont poser des actions, qui vont s'engager en faveur du climat. C'est peut-être une idée qui sera reprise également ici. Ensuite, un autre point, c'est l'effet du plan Biden sur l'énergie fossile. Je pense qu'on a peut-être atteint le sommet, en fait, dans la demande pour le pétrole. C'est
c'est le cas uniquement si on adopte des mesures de transition énergique ambitieuses. C'est des prévisions qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie qui montrent que peut-être qu'effectivement que 2020 aura été l'année, les premiers mois de 2020 ont été le sommet en fait dans la demande pour les énergies fossiles. Alors ça, pour l'Alberta, c'est sans doute une nouvelle encore plus importante qui appelle à des changements structurels encore plus importants que l'annulation du projet de Keystone, donc le pipeline qui devait aller vers les États-Unis, ou le prix actuel des énergies fossiles qui sont très, très bas. Dans les deux cas, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour l'industrie en Alberta, mais je pense que c'est encore plus déstructurant, en fait, le fait qu'il risque d'avoir un effondrement de la demande pour l'énergie fossile. En contrepartie, il y aura des opportunités pour l'exportation d'énergie hydroélectrique. L'énergie hydroélectrique, d'ailleurs, c'est un très bon complément de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, parce que finalement, l'énergie hydroélectrique, c'est un barrage hydroélectrique, c'est une sorte de batterie, en fait. C'est une façon de stocker de l'énergie dans le barrage. Et donc, on peut plus facilement moduler l'énergie qu'on renvoie dans le système électrique. Alors, c'est très complémentaire, en fait, avec l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Et là, je pense que en plus, si tout le parc automobile se tourne vers l'électrification, il va y avoir une demande très, très importante. Ça va être très difficile, en fait, d'atteindre l'objectif de net zéro en 2035. Donc, je pense qu'il va y avoir des opportunités intéressantes pour l'exportation d'hydroélectricité au Québec, en Ontario, au Manitoba. Une demande importante aussi pour les minéraux. Alors, on va avoir besoin de câbles, de turbines, de batteries, de panneaux solaires. Alors, pour tous ces biens, on a besoin de minéraux, de cobalt, de lithium. Alors, il y a des mines. Il y a des mines au Québec, il y a des mines en Ontario et il y a aussi des minières canadiennes qui ont des investissements en Afrique notamment. Et donc là, je pense qu'il y a des opportunités pour ces secteurs-là. Un autre élément, c'est l'effet que ça va avoir, je pense, sur la diplomatie canadienne, parce que la diplomatie climatique, en fait, va s'immiscer partout. J'ai très hâte de voir, en fait, l'agenda du G7 qui est prévu au Royaume-Uni, mais je pense que le climat va s'imposer comme un enjeu central dans plusieurs forums, dans plusieurs agences. On en parlera, j'imagine, dans quelques minutes, mais l'Europe envisage des ajustements à la frontière pour le carbone. Et donc là, je présume que le Canada, peut-être les États-Unis, d'autres pays vont essayer d'avoir une approche au moins minilatérale, si ce n'est pas multilatérale, pour éviter une approche unilatérale européenne sur un enjeu comme celui-là. Et donc, je pense que ça va forcer de recentrer les enjeux climatiques sur l'ensemble de l'appareil diplomatique canadien. Un autre élément, c'est le Buy American. Donc, si le président Joe Biden est aux antipodes du président Trump sur le climat, on ne peut pas dire qu'il est aux antipodes du président Trump pour ce qui est de sa politique commerciale. Alors, certainement plus prévisible, moins de soubresauts, mais il y a quand même une composante protectionniste, une certaine rivalité, une compréhension d'un jeu à somme nulle avec l'économie chinoise, et même ouvertement prêt à faire certaines entorses à des engagements commerciaux, notamment pour favoriser les achats publics américains. Alors, ce sera peut-être moins le levier du tarif, donc à la frontière, qu'utilisait abondamment le président Trump. Et je pense que le président Biden va plutôt utiliser le levier des achats publics. Donc, c'est une loi qui existe depuis les années 30 aux États-Unis qui s'appelle le Buy American Act. C'est une loi qui est très complexe. Il y a plusieurs mesures, plusieurs exceptions, plusieurs dispositions. Ce sont les marchés publics américains, donc ce qu'achète le gouvernement à chaque année, ça se calcule en centaines de milliards de dollars. Les firmes canadiennes réussissent à obtenir quelques centaines de millions de dollars par année de chez marchés publics. Et je pense que ça va devenir une priorité, sans doute, dans la relation canado-américaine, de s'assurer qu'on maintient des exceptions, qu'on maintient cette relation privilégiée, relation spéciale entre le Canada et les États-Unis, pour s'assurer que les entreprises canadiennes aient toujours accès aux marchés publics américains. Bon, en même temps, je pense que cet effet potentiellement négatif sur les entreprises canadiennes sera moindre que les gains qui peuvent être faits en raison de l'économie américaine qui sera stimulée grâce au plan de relance. Donc, je pense que l'effet sur le plan économique net sera plutôt positif que négatif.
Dernier élément, je pense que c'est l'effet systémique sur les relations internationales, disons à moyen et à long terme. À partir du moment où plusieurs économies s'enlignent sur le plan du président Biden, on acquiert une plus grande indépendance énergétique, moins grande dépendance en fait entre certains exportateurs d'énergie fossile. On peut penser à l'Irak, à la Libye, à la Russie, au Nigeria. Et donc, je pense que ça va changer la géopolitique, ça va changer les relations internationales sur le long terme de manière très, très structurelle, en fait. Alors, il y a peut-être d'autres pays qui vont tirer leur épingle du jeu. Si le Moyen-Orient risque de ne pas occuper la même centralité en fait, qu'il a occupé au 20e siècle, je ne pense pas que le Moyen-Orient va avoir la même importance stratégique au 21e siècle qu'il a eu au 20e siècle. Peut-être que d'autres régions, on peut penser au centre de l'Afrique, au Congo, en fait, qui a une importance très cruciale en fait, pour les minéraux. Mais de façon générale, je pense que pour la plupart des pays, ça va diminuer leur dépendance et peut-être une distribution plus équitable en fait, des gains en matière énergétique. Voilà, alors j'ai essayé de faire un tour de table très rapide, mais ça va me faire plaisir de revenir sur chacun des éléments que j'ai brièvement abordés. Merci beaucoup, Jean-Frédéric, pour ce tableau extrêmement passionnant et qui brosse une tendance qui a l'air assez révolutionnaire et qu'il va falloir prendre en compte dans le futur proche. Je voulais juste rappeler à l'audience que vous pouvez évidemment poser des questions avec le Q&A qui se trouve juste en dessous. Je vois que déjà plusieurs l'ont déjà fait, mais n'hésitez pas à le faire. On posera les questions après l'intervention de Stéphane. Donc, je donne sans plus tarder la parole à Stéphane Lambert, qui est conseiller délégué commercial principal à la mission du Canada auprès de l'Union européenne. Stéphane, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et c'est un plaisir d'être ici avec vous. Alors, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation de Jean-Frédéric. Pour la raison suivante, c'est que je vais vous parler du plan vert européen. Les implications, les conséquences, les enjeux pour le Canada ne sont pas tellement différents de ceux que, comme mentionné Jean-Frédéric, mais évidemment, toute la complexité va être de comment est-ce que le Canada se positionne face aux implications qui découlent du plan européen et du plan américain. Comment est-ce qu'on navigue entre les deux et comment est-ce qu'on fait avancer les intérêts canadiens dans ce contexte. Mais ça, on pourra y revenir plus tard dans la période de questions et commentaires. Alors, moi, je vais faire trois choses avec vous ce matin. Je vais parler brièvement de qu'est-ce que le plan vert européen, où on en est, et puis quels sont les enjeux, implications pour le Canada. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est une feuille de route, ou plutôt un ensemble de feuilles de route extrêmement ambitieux qu'a lancé la nouvelle Commission européenne, celle de la présidente von der Leyen, lorsqu'elle est arrivée ici à la tête de la Commission vers la fin de 2019, et qui lance un énorme chantier, d'où le terme de Green Deal, un peu comme le New Deal américain, sans qu'on connaisse dès le départ où on va aboutir, mais qui a pour but de réduire les émissions carbone et de créer un continent carboneutre d'ici 2050 et de promouvoir une croissance économique qui ne serait plus axée sur l'exploitation des ressources, mais qui serait respectueuse de l'environnement. Alors, un ensemble de feuilles de route parce que l'an 2020 a été vraiment une année où on a vu un total de 47 initiatives, 47 stratégies qui amènent une refonte complète des politiques publiques dans un éventail de secteurs qui va de l'agriculture jusqu'aux politiques industrielles, jusqu'à la chimie, l'économie circulaire, une stratégie des forêts, une stratégie de biodiversité. Donc, vous voyez un petit peu la mesure de l'ambition. Le plan central vise à amener un régime juridiquement contraignant pour les États membres
pour les forcer à réduire leur émissions carbone. La pièce maîtresse sur laquelle on travaille actuellement s'appelle un plan Fit for 55, prêt pour 55, parce que la cible à court terme, c'est de réduire les émissions carbone de 55% en deçà du niveau de 1990 d'ici 2030. Le plan doit être concrétisé ou annoncé de façon beaucoup plus concrète au mois de juin 2021. Juste pour vous donner une idée de la mesure de l'ambition, c'est un peu comme si l'Union européenne retirait les émissions d'une économie de la taille de l'Allemagne dans les 10 prochaines années, qui est l'économie la plus forte de l'Union européenne. Donc, extrêmement ambitieux, qui va avoir toutes sortes de conséquences, et j'y reviens dans un moment. Donc, je vous dis, l'an 2020, c'était l'an des feuilles de route dans un ensemble de secteurs. Cette année, l'accent est vraiment mis sur l'exécution, donc la finalisation des éléments juridiques avec des cibles juridiquement contraignantes, de la réglementation. Évidemment, le financement, qui est l'autre levier important. Et donc, ici, on parle de 1 trillion en anglais, donc 1 billion d'euros en français, qui provient du budget européen, qui provient d'une banque sur le climat, qui est la Banque européenne d'investissement qui a été reconvertie en Banque sur le climat, et qui provient évidemment des plans de relance de COVID-19, dont le tiers va aller financer des projets en accord avec le pacte vert. L'autre levier important, qui est une compétence de la Commission, de l'Union européenne, c'est la politique commerciale, qui a été revue de fond en comble, et l'aboutissement de cette revue de la politique commerciale va être annoncé demain. Donc, on a parlé beaucoup d'une taxe sur le carbone, on y reviendra. Ce plan plus concret, la Commission est en consultation actuellement et mène une analyse d'impact. La concrétisation va être au mois de juin. Mais il y a d'autres instruments de la politique commerciale et ceux-là vont être annoncés demain. Les enjeux maintenant pour le Canada, il y a vraiment 3 ordres d'enjeux ici. Le Canada va trouver dans l'Union européenne vraiment un partenaire climatique de choix. L'effet du pacte vert va avoir, un peu comme Jean-Frédéric le mentionnait, de placer maintenant, de donner une priorité diplomatique aux enjeux climatiques sur la scène mondiale, mais aussi dans la relation bilatérale. J'y reviens. B, les implications commerciales pour le Canada sur le marché européen, qui sont à la fois positifs, mais il y a des défis. Et puis, on va les mentionner. Puis, dernièrement, j'aimerais mentionner les enjeux un peu géostratégiques, géopolitiques. Et Jean-Frédéric en a mentionné quelques-uns. Alors, le Canada a une longue histoire de coopération avec l'Union européenne en matière climatique, mais je crois que le pacte vert va vraiment prioriser la coopération en matière environnementale dans la relation bilatérale. Puis on a beaucoup d'outils et d'instruments. On a sous le CETA, et sous l'accord de partenariat stratégique, qui est un peu l'accord compagnon du CETA, de l'AECG plutôt. On a un groupe de travail sur les changements climatiques, on a un dialogue de haut niveau sur l'énergie, on a un dialogue sur la forêt, on a un dialogue sur les matériaux critiques, on a un forum de réglementation pour s'attaquer aux enjeux de réglementation à venir que soulève, par exemple, la coopération en matière de technologie propre. On a un plan de travail sur le commerce et le développement durable. Donc, la relation est vraiment mobilisée pour promouvoir la coopération en matière environnementale, en matière de changement climatique, en matière de biodiversité entre le Canada et l'Union européenne. Sur la scène mondiale, un peu pareil. Le Canada et l'Union européenne travaillent étroitement. On a travaillé de façon encore plus étroite depuis 2017, notamment
lorsque le président Trump a annoncé le retrait des États-Unis des accords de Paris, on a travaillé de façon très étroite avec l'Union européenne de manière à amener la Chine et d'autres partenaires à se mobiliser pour continuer l'action mondiale ambitieuse en matière climatique. On a travaillé de façon également ambitieuse pour amener, ou plutôt ramener les États-Unis au sein de l'accord de Paris et de travailler en étroite collaboration pour faire avancer des objectifs ambitieux et notamment d'ici à la COP 26 à Glasgow. On travaille au sein de la ministérielle annuelle sur l'action climatique. Elle a eu lieu l'an dernier avec la Chine malgré la COVID-19. C'est un forum important pour le Canada. On travaille ailleurs aussi à moderniser les règles commerciales internationales au sein de l'OMC, mais aussi au sein du groupe d'Ottawa, dont nous avons la présidence pour faire avancer avec l'Union européenne nos idées en matière de commerce et du changement climatique, de commerce et de développement durable. Et on travaille aussi sur la biodiversité, notamment au sein de la conférence des parties sur la Convention sur la diversité biologique. Et notamment cette année, on vise à moderniser et avancer un cadre très ambitieux à Kunming, en Chine, qui aura lieu un peu plus tard en 2021. Les opportunités sur le marché européen maintenant, elles ne sont pas si différentes de celles mentionnées par Jean-Frédéric, si ce n'est pour mentionner que, bon, le pacte vert européen est extrêmement ambitieux et touche à un grand nombre de secteurs, dont notamment le secteur du numérique. La présidente von der Leyen a été très, très claire que la priorité numéro 2 de la Commission après le climat, c'est la transition numérique. Mais elle a été aussi très, très claire pour dire qu'il n'y a pas de transition vers une économie à faible carbone ou une économie carboneutre sans réussir la transition numérique. Transition numérique avec toutes les applications qu'elle va permettre sur la connectivité, sur l'autonomisation des véhicules, par exemple, sur la gestion intelligente de l'efficacité énergétique est très, très importante aux yeux de la Commission. Donc, elle avance les deux transitions de pair. Donc, ça va créer une tonne d'opportunités dans les secteurs du numérique, les secteurs, par exemple, de mobilité, de gestion de données, du nuage numérique, du stockage des données, de l'intelligence artificielle, des domaines de pointe dans lesquels le Canada est très compétitif, très concurrentiel et occupe une part grandissante en services et en équipements sur le marché européen. Je vais mentionner 3 secteurs, mais il y en a vraiment une tonne et on pourra revenir dans les questions-réponses. D'abord, les ressources. C'est peut-être là que c'est un peu différent du marché américain, c'est que le marché européen n'a pas l'Europe n'a pas les ressources naturelles nécessaires pour soutenir ses ambitions en matière écologique. Donc, elle doit se tourner vers des partenaires comme le Canada pour aller puiser ses ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est une part importante de nos échanges commerciaux. Donc, par là, j'entends, par exemple, les minéraux essentiels aux technologies propres, comme les métaux, comme le lithium, le cobalt, le graphite, le nickel, nécessaires aux batteries à haute densité et aux éoliennes. Le Canada a aussi 14 des 19 métaux nécessaires à la construction de panneaux solaires qui ne sont pas disponibles en Europe. Donc, ce sont des opportunités importantes pour le secteur de l'extraction minière canadienne. Et dans le secteur des technologies propres au Canada, qui occupe une part grandissante, le Canada tire vraiment son épingle du jeu, une croissance de 25% de nos échanges dans les 10 dernières années avec l'Europe dans le secteur des technologies propres. Le secteur de l'énergie, le Canada produit plus d'énergie renouvelable que n'importe quel autre pays, à l'exception peut-être de la Chine, et très, très bien
positionner pour devenir un chef de file en Europe pour le marché croissant de l'hydrogène propre. Et c'est connu que nous sommes peut-être le 4e plus grand producteur de pétrole au monde, qui est peut-être un peu moins bien connu, c'est que nos vastes réserves de bitume sont particulièrement adaptées pour produire de la fibre carbone qui est très importante, qui est en utilisation croissante en Europe pour la construction de véhicules électriques, en raison notamment de leur résistance et de leur légèreté. Notamment dans les véhicules électriques, le Canada possède les ressources et l'écosystème nécessaires pour être une plaque tournante nord-américaine pour la production de batteries et pour les pièces automobiles nécessaires à la production de véhicules à émissions nulles. L'Europe veut devenir un chef de file. On parle beaucoup d'investissements dans la prochaine décennie pour construire une chaîne de valeur de véhicules électriques en Europe. On a vu une croissance importante des échanges entre le Canada et l'Europe, du Canada vers l'Europe, c'est-à-dire de pièces et de parties d'automobiles électriques. Et on pense que cette tendance va se solidifier et grandir à l'avenir. Finalement, j'aimerais mentionner le bâtiment. Un des aspects cruciaux du plan vert européen est la rénovation de parcs immobiliers vétustes. Pensez écoles, pensez bâtiments publics. On parle de rénover 1 million de bâtiments dans la prochaine décennie. Les bâtiments ici répondent à des faibles normes en matière d'efficacité énergétique et sont une source d'émissions importante. Donc, ça va créer vraiment un appel commercial pour le Canada, qui est un chef de file en matière de bâtiments verts. Donc, pensez à expertise environnementale, expertise architecturale, manufacturier, de châssis, de fenêtres éco-énergétiques, de fabricants de climatisation et de fournaises à haute efficacité énergétique et toutes sortes de matériaux verts. Et nos constructeurs aussi, qui vont bénéficier d'un accès beaucoup plus ouvert par rapport aux concurrents sur le marché public en raison de l'AECG. Voilà, je vais me tourner peut-être et mentionner très brièvement le dernier enjeu, c'est celui d'un enjeu géopolitique. Donc, l'Union européenne compte quand même pour un importateur mondial très important, 20% des importations mondiales de combustibles fossiles. On parle d'une transition très rapide et un déclin rapide de ces importations, voire même une inversion et une élimination des importations de combustibles fossiles à partir de 2030. Ça va avoir un impact mondial sur les producteurs, sur les pays producteurs, dont le Canada, sur les cours mondiales, sur son voisinage et des pays qui dépendent des importations européennes. Donc, on peut penser à des pays du Moyen-Orient, pays comme l'Algérie, le Nigeria, l'Azerbaïdjan, y compris la Russie, va avoir un impact sur la stabilité de ces pays-là. Donc, un enjeu géostratégique sur lequel le Canada va devoir se positionner. Il va y avoir aussi un impact sur les questions de développement. Donc, le plan vert vise aussi à réformer l'aide européenne au développement. L'Europe est un pays en termes d'aide officielle au développement qui est dans les premiers donateurs. Dans le pacte vert, en raison du pacte vert, l'Europe va privilégier les projets et le financement au développement en rapport à des projets qui vont aider les pays en développement à réussir leur transition éco-énergétique. Ça va être un enjeu pour ces pays. Le Canada va devoir se positionner par rapport à ces enjeux-là. Ça va créer aussi des opportunités commerciales dans des pays en voie de développement, dans les pays où nos firmes sont actifs. Donc, ce sont des enjeux sur lesquels on va devoir
la diplomatie canadienne doit devoir considérer se positionner. Voilà, je vais m'arrêter ici et puis j'ai hâte de participer à la discussion. Merci beaucoup Stéphane, c'était extrêmement intéressant. J'ai beaucoup apprécié les liens avec l'AECG qui sont nombreux et je vais sans plus tarder passer aux questions et réponses. On a eu beaucoup de questions. Je propose de vous poser une première salve de questions et puis si on a le temps d'en poser une seconde. Alors, on avait tout d'abord une grappe de questions autour de la question des exportations d'énergie. Donc, certains participants se posaient la question de l'hydroélectricité, si la politique américaine allait être réceptive à une augmentation des exportations en matière d'hydroélectricité. On peut aussi se poser la question comment notamment le Québec pourrait augmenter ses exportations d'hydroélectricité. On avait aussi une question, donc toujours dans cette grappe autour des énergies sur le gaz, avec l'idée que pendant longtemps, on a considéré le gaz comme une énergie de transition. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de débats sur ce concept d'énergie de transition pour le gaz. Et donc, on peut se poser la question des risques stratégiques, disons, d'investissement dans le gaz pour le Canada, étant donné l'évolution de l'Union européenne et des États-Unis. Et peut-être aussi, on peut aussi penser à l'hydrogène, parce que notamment le plan européen donne un rôle assez important à l'hydrogène. Donc, je vous propose peut-être de commencer déjà par ces questions-là. Et alors, on peut peut-être aussi directement passer également, il y avait des questions qui étaient plus institutionnelles, notamment certains participants qui se posaient la question de la pérennité, notamment du plan aux États-Unis, étant donné l'habitude de l'arrivée d'une nouvelle administration par ordre exécutif de défaire ce qui avait été fait précédemment, etc. Donc, un des participants se posait la question de la pérennité et un autre participant se posait aussi la question du rôle des entités infranationales, donc aussi bien aux États-Unis qu'en Union européenne. Quel est ce rôle? Parce qu'on parle beaucoup du niveau, disons, fédéral, si on peut parler ainsi, mais quel est ce rôle des autres entités? Voilà, je vous laisse la parole. Peut-être 5 minutes chacun, si ça vous va. Jean-Frédéric, tu veux... Oui, je peux commencer. Je vais commencer peut-être par la question sur la pérennité, en fait, de ce plan aux États-Unis. Alors, c'est vrai que le président précédent avait adopté donc le président Trump avait adopté plusieurs décrets. Alors, les décrets, on peut les adopter rapidement, mais on peut aussi plus facilement et plus rapidement les détricoter que les lois. Mais le plan du président Biden ne repose pas uniquement sur des décrets présidentiels. Il y a des dépenses, évidemment. Donc, les dépenses publiques, c'est un élément très, très important du plan de relance du président Biden. Donc, ça, évidemment, on ne peut plus rétroactivement revenir sur les dépenses une fois qu'elles sont engagées, une fois qu'elles sont dépensées. Mais je pense aussi qu'il y a un effet qui sera plus structurel sur les autres États. Donc, le président Biden veut se présenter déjà comme un leader, peut-être rassembler quelques chefs d'État à Washington ou ailleurs pour se présenter comme un leader sur la question des changements climatiques. Alors, il risque d'avoir un effet boule de neige sur la scène internationale, mais aussi sur la scène politique aux États-Unis, incluant dans les États américains. Alors ça, je pense qu'effectivement, une fois que c'est lancé, on ne peut plus le rattraper. Et surtout, il va y avoir un effet sur le marché, en fait. Alors, même si le président Trump aurait bien voulu relancer le charbon, ben, c'est plus possible, en fait, parce qu'on est rendu à une étape où le prix des énergies renouvelables ne cesse de diminuer. Et donc, les investissements dans l'énergie fossile deviennent de moins en moins attractifs. Et donc, à ce moment-là, aussi, on ne peut plus faire marche arrière, en fait. Peut-être revenir sur la question de l'hydroélectricité, de l'exportation de l'hydroélectricité. Je pense que 2035, en fait, d'être carboneutre sur le plan de l'électricité aux États-Unis, c'est extrêmement ambitieux si on tient compte de la hausse de la demande, une hausse de la demande qui sera très, très significative si le système de transport repose sur l'électricité, en fait. Alors, même
prenant pour acquis que la demande est constante, ce serait ambitieux. Mais là, avec une hausse de la demande, je pense que c'est très ambitieux et il me semble que ce sera essentiel pour les États-Unis de s'appuyer sur un apport en hydroélectricité venant notamment du Canada. Alors, on a bien entendu parler du projet d'Hydro-Québec d'une ligne vers la Nouvelle-Angleterre, mais il y a peut-être d'autres projets. On a parlé récemment dans les médias au Québec d'éoliennes sur la Côte-Nord, dans les communautés CRI. Il y a quelques années, on se disait peut-être qu'il n'y a pas une demande en fait pour des nouveaux projets hydroélectriques ou d'éoliennes parce que la demande semble stable. Mais là, on se rend compte que la demande ne sera probablement stable. La demande sera croissante. Donc, toutes les estimations, les prévisions qu'on a eues dans les dernières années sur la demande en électricité et en énergie sont à réviser. Maintenant, pour ce qui est des entités fédérées, je pense qu'il y a une question qui est très intéressante qui se pose sur ce qui est des mécanismes d'ajustement à la frontière. C'est une question que j'ai évoquée brièvement, mais que je trouve fascinante. Personnellement, j'ai lancé récemment un projet assez ambitieux. On va travailler là-dessus pour les prochaines années. J'essaie d'embaucher quelqu'un justement pour travailler là-dessus pour les 3 prochaines années. Ce n'est pas une idée nouvelle, hein. C'est une idée qui circule déjà depuis très longtemps. Simplement, c'était perçu comme une idée marginale. C'était perçu comme un plan qui risquait de contrevenir aux règles de l'OMC. Et donc, c'était vraiment perçu comme une idée marginale qui était évoquée de temps en temps, notamment par des présidents français, mais qui était rapidement balayée du revers de la main. Or, ça devient maintenant une idée qui est au cœur du projet en Europe, aux États-Unis, ailleurs, et dont on entend de plus en plus parler. Et ça pose un problème pour une économie comme le Canada. Le Canada ne peut pas aller de l'avant avec une mesure comme celle-là sans les États-Unis. Parce qu'on ne peut pas imaginer comme ça d'avoir une mesure à la frontière sans les États-Unis. Et les États-Unis peuvent difficilement le faire sans un prix carbone. C'est assez étrange d'avoir une mesure à la frontière s'il n'y a pas déjà une taxation sur le carbone sur le marché américain. Et même les plus optimistes sont quand même assez sceptiques sur le fait qu'il puisse y avoir un jour une tarification du carbone à l'échelle de l'économie américaine. Alors, qu'est-ce qui risque de se produire? Il risque à ce moment-là d'avoir des économies comme l'Union européenne qui avancent avec un plan d'ajustement, plutôt que ce soit un club climatique ou un unilatéralisme, mais qui avancent avec leur propre plan et donc qui imposent une tarification. Maintenant, s'il y a un bien qui vient du Canada, qui arrive à la frontière européenne, comment est-ce qu'il sera perçu selon s'il est produit dans une province plutôt que dans une autre? On sait que la tarification du carbone varie d'une province à l'autre. Alors, comment est-ce qu'on considère justement le processus de fabrication et l'origine, disons, infra-étatique ou pour des entités, comment est-ce qu'on discrimine finalement entre des entités fédérées? Ça, je pense que c'est un problème qui est très, très délicat, très important et dont on va assurément beaucoup entendre parler dans les prochains mois, dans les prochaines années. Merci Jean-Frédéric. Stéphane, si tu voulais réagir. Oui, absolument. En fait, je trouve que la discussion sur la taxe frontière ou la taxe carbone est vraiment intéressante. Je vais y revenir, si vous me permettez. Je vais juste prendre les 3 questions dans le contexte européen. Elles sont un peu liées. Rôle des États membres, la pérennité et la question de l'énergie de transition. Le rôle des États membres ici, bon, quand la Commission, puis c'est un peu la gouvernance de l'Union européenne, la Commission est arrivée avec ce projet, ces feuilles de route. Elle doit présenter pour le mettre en œuvre, elle a besoin de l'approbation des États membres et du Parlement européen pour le budget et pour ses instruments législatifs. La seule chose qu'elle contrôle un peu, c'est peut-être la question de la politique commerciale, lorsque c'est à l'intérieur de son mandat. Le rôle des États membres est très important parce que les chefs d'État, les États membres doivent approuver les cibles, doivent approuver les mécanismes, doivent approuver chaque projet de loi. Et le Parlement aussi se prononce, donc il y a une légitimité démocratique. Le mouvement vert, ici, les partis verts occupent un rôle de plus en plus important dans les parlements nationaux et au Parlement européen. Et même si ce n'est pas formellement des partis verts, il n'y a aucun parti politique, même mainstream, qui n'a pas de plateforme verte.
Donc, les enjeux verts sont vraiment figurent en haut de la liste des enjeux politiques nationaux, sont dans les plus grandes préoccupations citoyennes. Et donc, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ces enjeux-là demeurent. Il y a une certaine pérennité, une continuité dans l'action européenne. Les budgets qui ont été, bon, on parle de projets juridiques, donc plutôt difficiles à défaire, et on parle de budgets qui vont être débloqués pour les 7 à 10 prochaines années. Notamment la cible de 55% que j'ai mentionnée dans ma présentation, donc décroître de 55% des émissions carbone des niveaux de 90 d'ici 2030, ça a été approuvé par tous les chefs d'État des États membres et par le Parlement européen. D'ailleurs, le Parlement voulait aller plus loin. Maintenant, l'enjeu vraiment entre États membres, ce n'est plus la cible, c'est qui va porter le plus grand fardeau. Et donc, l'enjeu, c'est celui d'une transition juste. Il y a des pays qui dépendent fortement, qui dépendent encore fortement du charbon et des pays plus grands émetteurs. Donc, l'enjeu, ce sont des enjeux, par exemple, pour la Pologne, la République tchèque, la Bulgarie, qui dépendent encore énormément du charbon. L'Allemagne, qui est responsable de la plupart des émissions, mais qui a encore beaucoup d'usines de charbon. Donc, comment est-ce que le fonds de transition juste, qui vaut quand même 100 millions, 150 millions sur les 10 prochaines années, comment est-ce qu'il va être déboursé et qui va payer pour ces fonds-là? C'est plutôt ça les enjeux. Chaque État membre a aussi son propre plan vert, ses propres plans par secteur. L'Allemagne a annoncé un plan sur l'hydrogène, la France a annoncé un plan sur l'hydrogène. Ce ne sont pas les mêmes. La France veut sauter tout de suite à l'hydrogène vert. L'Allemagne est ouverte à l'hydrogène gris. Donc, c'est de l'hydrogène produit quand même à partir d'énergie fossile, mais emmagasiné dans des molécules d'hydrogène. Ça représente aussi une opportunité commerciale spécifique pour le Canada. Mais il est clair pour moi que pour rencontrer ces cibles de 55% dont j'ai mentionné, là, il y a beaucoup d'États membres qui vont devoir passer par des énergies de transition. Donc, le gaz, le gaz liquéfié, le nucléaire, qui représente aussi une expertise et le Canada exporte son expertise, exporte son équipement dans les pays de l'Est, notamment, ça peut représenter aussi une opportunité. Donc voilà un peu les enjeux qui se trament entre États membres. Juste pour revenir sur la taxe à la frontière, ici, on parlait au début de taxe, on est passé à mécanisme. La commission planchait sur 5, mais vraiment maintenant on a réduit à 3 options. Un droit de douane, un droit d'émission, mais réservé à certains secteurs, notamment les secteurs les plus carbo-intensifs, si je peux dire, donc le ciment, le secteur de l'acier, et finalement une taxe à la consommation, mais c'est très compliqué. Ça fonctionne dans certains secteurs. On peut penser à une taxe sur l'acier en fonction de la production et de l'intensité dans le produit, mais comment on calcule une taxe sur une voiture sans prendre en compte toute la chaîne de valeur. Et donc, voilà un peu où est rendu le débat. Mais je suis tout à fait d'accord avec Jean-Frédéric et la Commission reconnaît. Alors, comment est-ce ils reconnaissent d'ailleurs le problème américain ou le problème canadien, où le prix du carbone n'est pas le même d'une province à l'autre, où le prix du carbone n'est pas le même, où certaines juridictions ont établi un prix, mais d'autres non. Alors, comment est-ce qu'on calcule à la frontière là? C'est la Commission est en consultation, mais reconnaît qu'il faut travailler avec des partenaires. C'est d'ailleurs en position du Canada. Et qu'il faut être compacté avec les règles du commerce mondial.
Voilà. Merci Stéphane pour ces réponses, c'était très intéressant. On a encore quelques questions. En fait, on a des questions qui, d'une part, parlent des effets des changements climatiques et d'autre part, des questions qui parlent des effets des politiques de lutte contre les changements climatiques. Alors, sur les effets des changements climatiques, certains participants se posent la question de savoir qu'est-ce qui, dans ces plans, est prévu pour l'adaptation au changement climatique. Et d'autre part, par rapport à la question des effets des politiques, on a parlé du concept de juste transition. Il y a des questions par rapport disons, aux effets secondaires des politiques de lutte contre le changement climatique, parce que dans certains cas, ça peut avoir des effets sur la biodiversité. On peut aussi penser aux effets environnementaux dus à l'exploitation minière. Donc la question qui se posait était vraiment de savoir comment est-ce qu'on pouvait gérer cette espèce de tension. Et peut-être si vous pouviez aussi, dans cette perspective-là, revenir sur la transition juste. On a mentionné notamment le fonds de transition juste de l'Union européenne. Vraiment très concrètement, c'est quoi les enseignements pour le Canada? Quelles seraient, d'une certaine manière, les recommandations qu'on pourrait faire au Canada? Comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se fait, notamment au sein de l'Union européenne? Voilà. Et là, pour le coup, vous avez 2 minutes pour répondre, donc vous pouvez choisir à quelle question vous répondez. Merci, Josué. Je vais peut-être rebondir sur la question de l'adaptation au changement climatique, parce que c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre, en fait, et ça se l'est depuis très longtemps. Donc, l'accord de Paris mentionne quand même la question de l'adaptation, mais on y accorde relativement peu d'attention par rapport aux réductions. Or, les changements climatiques ont déjà lieu. Il ne faut plus parler de changements climatiques au futur, mais plutôt au présent. Et il y a toute une série d'adaptations nécessaires. Alors, trop souvent, je pense, on a en tête le Bangladesh, mais en réalité, il y a toute une série de mesures importantes qui doivent être faites au Québec, au Canada. On peut penser en agriculture, la foresterie, les infrastructures électriques ou autres, aéroportuaires. Et je pense qu'une erreur qu'on a longtemps fait, c'est de penser que c'était un problème essentiellement local ou national, en fait. Par opposition à la réduction des gaz à effet de serre, où là, on voit bien l'interdépendance globale, on a trop longtemps pensé que le problème de l'adaptation, c'était un problème qui devait être résolu localement, du moins dans les pays de l'OCDE. Puis pour les pays en développement, ben là, il pourrait y avoir une aide qui leur est offerte. Or, aujourd'hui, on a un bel exemple que ce n'est pas le cas. Avec le Texas, on le voit avec la tempête de neige, en fait, les froids importants qu'il y a eu au Texas, qui a paralysé tout le système aujourd'hui d'électricité de l'État. Alors, on voit très bien ici qu'on a un système électrique qui est vulnérable au Texas et donc qui a besoin d'adaptation pour être plus résilient et qui a besoin d'avoir une plus grande redondance, en fait, d'une plus grande interconnexion avec les États voisins pour pouvoir justement s'adapter à des circonstances exceptionnelles, à des fluctuations. Bon, là, il s'agit de neige, mais on pourrait imaginer d'autres circonstances. Et donc, ça, je pense que c'est un bon exemple que l'adaptation, ce n'est pas qu'un problème local ou national, c'est aussi un problème international. Et donc, je pense qu'on le fait de plus en plus par le biais, pour l'instant, de la justice, du prisme de la justice climatique, de la vulnérabilité, mais j'aimerais qu'on parle aussi de plus en plus de résilience. Merci Jean-Frédéric. Stéphane, si tu avais une réaction par rapport aux questions. Oui, ben, c'est un enjeu assez important du plan vert, du pacte vert européen. Je dirais 2 choses. Un, j'ai pas mentionné les efforts faits en matière de recherche et développement. Donc, l'Union européenne a un des plus grands programmes au monde de recherche et développement. On parle de 100 milliards d'euros sur les 7 prochaines années. Et dans ce programme, on a réservé une cible de au moins le tiers doit être consacré à de la recherche fondamentale et appliquée, autant en sciences humaines qu'en sciences pures.
pour aider les collectivités locales à développer une résilience par rapport au changement climatique et à lutter contre les effets du changement climatique. Donc, on parle de villes intelligentes, on parle des recherches en termes de protection civile, de prévision climatique aussi. Un des programmes phares a été de la Commission va être de recréer de façon digitale une terre. On parle de jumeler la Terre pour mieux affiner nos prévisions climatologiques, pour aider à l'aide de satellites et tout ça, pour mieux aider les collectivités locales à répondre à des désastres naturels. L'autre chose sur laquelle je parlais, les feux de forêt sont un enjeu majeur en Europe. On a vu les feux de forêt qui ont dévasté des parts importantes du Portugal, de la Croatie aussi dans les dernières années. Il y en a de plus en plus. Ils dévastent de plus en plus de parts de forêt en Europe. Et ils sont de plus en plus au nord. On en voit en Allemagne, chose qu'on ne voyait pas ailleurs. Donc, il y a tout un investissement dans un système de protection civile pour les côtes et les feux de forêt. Ça, c'est vraiment pour les enjeux de développer une plus grande résilience. Il y a aussi une stratégie d'adaptation de l'agriculture. L'agriculture est un secteur très important en Europe. Adaptation du sol, adaptation des techniques agricoles, réduction de labour et aide aux agriculteurs pour réduire aussi leur utilisation de pesticides, mais de pouvoir substituer les pesticides pour développer des récoltes et des techniques de récolte qui soient adaptées au changement climatique. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane, et merci à nos deux intervenants. On a été très chanceux, je pense, d'avoir deux intervenants de qualité. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir assisté à un échange de très haut niveau. Donc, merci à tous les deux. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Grégoire, le président de la section du CIC, pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup à Jean-Frédéric et Stéphane et à notre modérateur Josué et au SEPSI pour cette collaboration. Et merci à tous pour votre participation et vos questions. Grâce à nos invités, nous voyons que les défis et les opportunités que les plans verts des États-Unis et de l'Union européenne offrent au Canada. N'oubliez pas de continuer à nous suivre sur nos médias sociaux car d'autres événements seront annoncés bientôt. Entre autres, Stéphane parlait des enjeux internationaux un peu de l'agriculture. C'est un événement qu'on essaie d'organiser prochainement. Plusieurs événements virtuels des autres sections CIC étant accessibles à tous, jetez aussi un coup d'œil sur le calendrier des activités sur le site du Conseil international à l'adresse indiquée plus tôt en cliquant sur « Événements ». Merci d'avoir participé à notre activité et je vous invite encore à devenir membre en consultant notre site conseillinternational.org. On se dit donc à la prochaine. Merci encore et bonne journée. Merci, au revoir.